Bon, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler, du rap, en langue indigène. On va se demander, qu'est-ce que c'est, être indien aujourd'hui en Amérique latine? Au-delà des clichés, la réalité révélée par le rap en langue indigène. Au XXIe siècle, le rap, amérindien se présente comme un activisme artistique au service de nouvelles revendications. Aujourd'hui, on va accueillir, comme intervenante, Emmanuelle Combo, qui est, professeure agrégée d'espagnol, enseignante au lycée français de Santiago du Chili. Ancienne élève de, l'ENS de Fontenay-Saint-Cloud, elle sera accompagnée par, Jules, Smag et Sarah Labous, 2 de ses élèves de terminale en spécialité, LLCER. Donc je vous laisse la parole. Ah oui, Merci. juste, ça va durer donc une quarantaine de minutes de présentation et on va répertorier vos questions, au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, dans les différents chats et à la fin, il y aura un temps de discussion où on posera vos questions. Merci beaucoup, Elisa. Merci à tous. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, c'est bon? Super. Il faut dire qu'on a 6 heures de décalage. Nous, on vous parle depuis le Chili. Et c'est pour ça que je remercie beaucoup l'invitation d'Elisa et de Sciences Po, donc, de nous permettre de nous exprimer sur un phénomène qui est mondial, on va le voir, mais depuis une situation d'énonciation qui est française, puisque c'est Sciences Po, c'est l'école française, et en même temps, depuis cette partie du monde qui donne certainement une autre couleur à tout ce qu'on va dire. Donc, merci aux anciens élèves de m'avoir invité et merci aux actuels, donc Sarah et Jules qui sont là, d'avoir accepté de m'accompagner ce soir pour vous et de relever ce grand défi communicationnel qui est d'apparaître comme spécialiste alors qu'on n'est pas vraiment des spécialistes. Pour être spécialiste, et je pense que parmi vous, il y en a certainement, il faut avoir étudié longtemps la question, il fait des recherches approfondies et avoir rencontré les intervenants sur le terrain. Ce n'est pas notre cas. Nous avons juste découvert ce phénomène artistique du rap en langue amérindienne depuis quelques années. Nous l'avons étudié en classe et nous avons suivi son évolution sans être vraiment sûrs au départ peut-être qu'il résisterait à l'usure du temps ou qu'il dépasserait le stade de mode. Et puis quand nous avons vu qu'il mûrait, qu'il maturait, qu'il mûrissait, nous avons applaudi tout ça et nous sommes félicités de sa bonne santé. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, nous avons été invités à suivre une conférence de la Sorbonne par les politistes de la Sorbonne sur le phénomène du rap et comme un espace de revendication politique. Et dans la même modalité de conférence en confinement, parce que nous sommes tous confinés. Donc, c'est dire si ce rap est intéressant et intéresse et interpelle à beaucoup de niveaux. Alors, pour finir cette introduction rapide, après laquelle nous vous montrerons des images et surtout des audios, parce que nous ne sommes que des étudiants finalement de ce phénomène et il manque les artistes. Donc, nous avons tenu à vous montrer certains artistes, dont un traduit en français, un Chilien, Mapuche, pour que ce soit un petit peu plus plurifocal. Et voilà, cette démarche, cette découverte du rap en langue amérindienne, d'abord, pour moi, c'est une démarche personnelle, donc je ne parle pas depuis l'académie, je parle depuis moi-même. D'abord, en tant que Française, professeure d'espagnol, passionnée par l'Amérique latine depuis toujours, et qui est toujours à la recherche de ces définitions latino-américaines, de ces mutations, en vérité, des paris qui sont faits par tous les intervenants de ces sociétés complexes. Et puis, depuis 30 ans de résidence au Chili pour moi. Donc, quand j'ai découvert cela, j'ai voulu le partager avec mes élèves, parce que je suis prof de secondaire, et de terminale et de première surtout. Et pour moi, être un professeur, c'est être un passeur vers les connaissances et puis un intervenant privilégié dans la vie des jeunes et pour maintenir leur intérêt pour les choses de ce monde. Et donc, en ce sens, le rap latino-américain des peuples autochtones m'est vite apparu comme un rénovateur de mes cours, un véritable vecteur de connaissances sur le monde indien bien plus attractif que mon propre discours et mes vieux cours. Et donc, j'ai laissé la place à ce nouveau corpus qui, peu à peu, les rap en langue indigène, est devenu quelque chose de très dynamique et qui s'est vraiment imposé. Et pour les élèves, ça a été une façon de reconstruire les images qu'on pouvait avoir de cette Amérique latine et des peuples originaires qui y résident depuis toujours. Alors, j'ai voulu intituler ça aussi Au-delà des clichés. Pourquoi ? Parce que les clichés, c'est la chose qui a la vie la plus dure possible.
tellement plus simple d'accepter des clichés, non, et de réduire tout ce qui est complexe à une sorte d'unicité qui est fausse et dangereuse. Le premier cliché, à mon avis, pour le sujet qui nous occupe, c'est un peu le temple du soleil. C'est Tintin, le temple du soleil, qui nous a marqué énormément, et penser que les Indiens vivraient cachés dans la nature en tenue traditionnelle. C'est faux, c'est un peu vrai, mais c'est surtout faux. Ils vivent souvent dans les capitales et dans les banlieues. Par exemple, au Chili, on verra que plus de la moitié de la population indigène habite dans la capitale. Et c'est valable pour les autres. Le deuxième cliché, pour moi aussi, c'est que le monde autochtone vit loin de la modernité. Et c'est faux aussi, puisque la globalisation leur a ouvert l'accès aux réseaux sociaux et aux plateformes comme YouTube, Spotify et Facebook, et donc au rap. C'est ce que Jules montrera dans sa première partie. Et puis enfin, un troisième cliché, c'est de penser que le monde amérindien a perdu la bataille de l'acculturation. C'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'à part quelques tribus non contactées, tous les peuples autochtones sont acculturés et assimilés aux républiques latino-américaines. Alors c'est vrai que ces républiques, elles ont tout fait pour, forgées sur le modèle de la Révolution française, jacobinisme, un État-nation, etc. On y reviendra. Mais c'est faux aussi parce que c'est méconnaître le dynamisme des peuples autochtones, et donc de comprendre qu'eux-mêmes ont utilisé les armes de la globalisation pour la retourner contre elles-mêmes, c'est-à-dire pour un discours global et local. Voyez, et donc on pourra affirmer que le rap favorise un processus de réethnisation, c'est-à-dire de redéfinition propre par les jeunes générations et pour les jeunes générations. Donc voilà, cette introduction, j'espère pas trop longue. Nous allons vous présenter en plusieurs parties notre réflexion, nos petites conclusions pluridisciplinaires, un peu entre histoire, socio, ethnologie, musicologie, puis espagnol, bien sûr, que je représente. Mais le but, c'est d'essayer de tordre le cou aux stéréotypes. Et si vous avez envie d'aller plus loin, nous avons mis une cytographie à la fin, avec beaucoup de documents en espagnol, c'est vrai, mais qui vous permettront d'aller au-delà de la réflexion. Voilà, je vais laisser à Jules la possibilité de montrer donc les images et de poursuivre là-dessus. Voilà, donc les premiers commentaires jusqu'à ta partie, Jules. Festival Art et Politique, ben oui, le rap, s'il y a bien quelque chose qui permet de faire dialoguer la politique et les arts depuis l'Amérique latine, c'est bien le rap en langue amérindienne. Là, on est d'accord qu'on ne va pas parler énormément de l'autre rap, du rap qui se fait en espagnol ou en portugais pour le Brésil, mais vraiment de celui-là comme d'une pratique artistique engagée. Ouais. Bon bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais comme Madame Combo l'a dit, vous parler de pourquoi le rap, donc son histoire, ses origines. Je vais partir du plus général pour finir dans ce qui nous concerne, donc l'Amérique latine. Bon, alors d'abord, depuis sa naissance, dans les années 1970, le rap n'a cessé d'évoluer et de servir d'instrument pour canaliser les demandes sociales. Il est né donc à New York, où les communautés marginalisées d'Afro-Américains et de Latinos l'ont utilisé pour dénoncer les injustices qui vivaient dans les quartiers les plus défavorisés, le Bronx par exemple. Et son message a donné une voix aux moins écoutées. Jules, tu peux montrer les slides, s'il te plaît, les diapos? Ah oui, merci. Parce que sans les diapos, ça fait… Ouais. Voilà. Alors, voilà pourquoi le rap. Pour illustrer ce que je disais, je vais citer l'exemple du groupe Public Enemy, dont le chanteur Chuck D a dit que le rap, à l'époque, c'était la Black CNN, donc la CNN, la chaîne de news américaine, pour les Noirs. Donc le rap est devenu un moyen d'informer politiquement les jeunes afro-américains marginalisés. Après, il faut le dire aussi, dès son apparition, le rap prend un ton plutôt violent, un ton tant dans ses paroles que dans le rythme. Et très souvent, la colère est une caractéristique du rap politique.
Et puis ensuite, le rap s'est répandu dans les années 80 au reste du monde. Le premier pays en dehors des États-Unis où le rap politique a trouvé son chemin était la France. Le message des enfants des ghettos américains a rapidement attiré de nombreux Français des anciennes colonies françaises d'Afrique, des Caraïbes, car il les a mis en relation avec leur propre histoire, hein, leur propre expérience de vie et de racisme et d'exclusion sociale. Ce n'est justement pas en vain que le berceau du rap français se trouve dans les quartiers défavorisés de la périphérie, hein, les banlieues, ce qu'on appelle les zones, les quartiers sensibles. Et c'est avec les premières tournées d'artistes américains en Europe, donc au début des années 80, que le rap est arrivé en France. À partir de là, le rap allait grandir pour faire de la France le deuxième pays le plus prolifique de l'histoire du genre, atteignant son apogée dans les années 90. Les rappeurs français ont donc dénoncé le racisme, les violences policières, le chômage et en général la discrimination de race et de classe subie par les jeunes Français d'origine africaine, maghrébienne ou caribéenne et même asiatique, hein, comme c'est le cas par exemple du célèbre rappeur très politique, très engagé, Hugo TSR, qui est moitié alsacien, moitié japonais. Et bon, évidemment, comme cela s'était produit aux États-Unis, le rap a été et est toujours accusé de diviser la société, de promouvoir la violence dans les banlieues. Hein, le rap engagé a été criminalisé à de nombreuses reprises par le pouvoir en place. Et ce n'est pas une question d'avant, comme je disais, ça a lieu encore aujourd'hui. Plusieurs artistes ont été persécutés ces derniers temps par des personnalités politiques plutôt de droite, hein, d'un espace plus conservateur, pour avoir porté atteinte à leur image ou promouvoir la haine, etc. Donc, voilà. Je passe au rap hispanophone, hein, des rimes pour la révolution. Alors, pourquoi? Toujours en Espagne et en Amérique latine, le rap politique a la plupart du temps embrassé des idéologies anti-monarchiques, féministes, anticoloniales. En Espagne, de nombreux rappeurs ont fait la une des journaux en raison du contenu politique de leur vers. Ils ont même été persécutés en justice. C'est très important de le dire parce que, par exemple, un exemple d'un des multiples exemples qu'on peut donner, c'est celui de Pablo Hasél, là dans la diapo, qui a été condamné à plusieurs mois de prison en 2020 pour glorification du terrorisme et insulte contre la couronne. Là, ça ouvre le débat de ce que c'est la liberté d'expression dans la musique. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'Amérique latine, le rap fait son apparition dès la deuxième moitié des années 80. En ce qui concerne le Chili, le rap apparaît d'abord avec le hip-hop, donc la breakdance, dansée par des jeunes de villes ou des quartiers pauvres de Santiago, la capitale. Et des groupes de rap émergent lentement et osent chanter contre le dictateur, contre Pinochet. Parce qu'au Chili, il faut comprendre, rap engagé est né pour dénoncer un seul et unique ennemi, la dictature. Enfin, ce n'était pas prédéterminé que ça soit sa fonction, mais le rap fait son apparition dans un contexte politique particulier, donc une dictature. Et ce n'est pas l'histoire du Chili, hein, c'est l'histoire de tout l'hémisphère sud du continent, le plan Condor. Et bon, ensuite, en ce qui concerne l'Araucanie, hein, le territoire où vivent principalement les peuples autochtones, vers la fin des années 80, des groupes tels que les Brocas del Naquis, en français les gars du quartier, ont émergé à la suite de la migration des secteurs ruraux vers des villes voisines, puisque c'est dans la ville que se trouve cette culture hip-hop. Un autre groupe, par exemple, Weichafe Newen, dont le chef est Jano Weichafe. Vous n'êtes pas obligé de retenir ces noms, bien sûr, mais ce qui est intéressant à leur sujet, c'est que ce sont des Mapuches, donc on peut le voir dans leur nom,
des Mapuches avec des non-Mapuches et ils font du rap qui parle de leur histoire. Donc, ils mentionnent des éléments de leur culture pour justement cultiver l'identité des jeunes indigènes de la ville. Et le rap de ces jeunes d'origine autochtone, cependant, va parler de la culture indigène, mais il sera chanté dans une langue hispanophone. Je ne sais pas si je dois changer de diapo, non, pas encore. Pendant la dictature, ces populations étaient persécutées, ou plutôt la dictature a repris un processus de persécution qui datait du 19e siècle, hein, sous le régime de Pinochet, le dictateur. Donc, affirmer son identité en tant qu'indigène était synonyme, si vous voulez, de communiste, donc synonyme d'ennemi, tout simplement. La dictature au Chili, elle termine en 90, mais tous les jeunes nés sous la dictature, sous le régime, vont faire persister ce style de musique dans les années 90 et début des années 2000, avec le même ennemi qu'auparavant, car pour eux, bien que la dictature ait pris fin, la démocratie a continué avec le même modèle extrêmement violent qui les marginalise. Hein. Ce modèle très néolibéral. Et pour les populations autochtones, populations indigènes au Chili, c'est pareil, parce que l'arrivée de la démocratie n'a pas changé la réalité de ces gens-là. Hein. C'est-à-dire des jeunes qui se battaient contre le pouvoir continuent d'être persécutés en démocratie et les indigènes continuent d'être harcelés, persécutés aussi dans leur territoire, en pleine démocratie. Hein. Donc l'arrivée des régimes démocratiques en Amérique latine n'a pas intégré les peuples autochtones au sein de la société. Pareil qu'au XIXe siècle, la fin des colonies, la naissance des républiques n'a pas signifié la libération pour ces peuples. En plus, en ce qui concerne les groupes autochtones, il y a un point très important, la vague de mouvement qui vient avec. C'est-à-dire, ils ont dû quitter leur territoire et ont migré en masse pendant le 19e siècle et ensuite pendant la dictature avec d'autres générations d'indigènes qui venaient en ville travailler comme ouvriers, femmes de ménage, etc. Et dans ce processus de migration forcée, en quelque sorte, l'identité des indigènes a été mise en danger, étant donné que très peu de ces populations, de ces gens-là, osaient parler dans leur langue maternelle, donc la langue indigène, où ils osaient aussi transmettre leurs connaissances. Hein. Beaucoup ont même changé leur nom de famille par une question de honte. Alors, je reviens avec le rap. Celui-ci prend alors une création à valeur pédagogique, puisque hispanophone ou pas, beaucoup de ces jeunes d'origine autochtone qui chantent du rap et qui ont grandi dans des contextes urbains, et ben, pour eux, le rap est l'outil qui leur permet de renouer et de se réconcilier avec ses origines. Et à partir de là, ces rappeurs d'origine indigène, mapuche, ou bien d'autres ethnies, mais qui chantent en espagnol, vont engendrer d'autres générations de rappeurs qui vont, eux, dans la deuxième décennie des années 2000, c'est-à-dire début 2010, révolutionner le rap en reprenant les thèmes de leur communauté, mais dans leur langue. Hein. C'est là qu'apparaît le phénomène du rap amérindien, l'évolution du rap en langue indigène. Alors, je change de diapo. Toujours avec la question du pourquoi le rap, on pourrait se demander pourquoi le rap est le genre le plus utilisé pour faire de la politique et pas la musique classique, la salsa, le reggaeton, par exemple. Et ben, parce que le rap, c'est du homemade, hein, c'est-à-dire du fabriqué chez soi. Pour faire du rap, faut juste, c'est un talent,
mais il suffit de savoir comprimer un discours, une revendication accompagnée d'un beat, donc d'une instru, d'un rythme de hip-hop. Et grâce à ça, le rap est donc un moyen très efficace et donc de facile accès pour les populations exclues des processus politiques traditionnels. Le rap, c'est un art vraiment de rue, c'est pas un art d'académie, quoi. Puis ensuite, l'apparition des réseaux sociaux. Hein. Elle a joué un rôle fondamental car elle a permis de diffuser exponentiellement le rap et surtout de le globaliser. Dans ce sens de globalisation, les réseaux sociaux ont joué un rôle double sens bidirectionnel en permettant de mettre en commun tout le monde indigène ainsi que faciliter leur intégration. Puis, dans l'autre sens, les populations des grandes villes, c'est-à-dire nous, on a pu entrer dans ce monde indigène et ce qui a ouvert la porte à un échange culturel assez intéressant à travers le rap qui, lui, va se diffuser à travers les réseaux sociaux, donc à travers le numérique. Donc, avant de donner la parole à ma coéquipière Sarah, juste ajouter qu'il est donc, en ce sens, intéressant de réfléchir sur le rap comme instrument politique, instrument de politique, mais il est encore plus intéressant de réfléchir sur le rap comme instrument de résistance pour les langues autochtones, car il est le reflet sociologique d'un domaine peu exploité, exploré jusqu'à présent, sauf aujourd'hui. Les relations entre l'art, dans ce cas le rap, et la résistance, dans ce cas indigène. Voilà. Donc, Sarah, tu es la bienvenue à prendre le relais. Merci Mathis. Tu peux passer la diapositive à nouveau. Alors, le rap amérindien au service de langues en voie de disparition. Continue. Mathis. D'accord. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous exposer, c'est le fait qu'en Amérique latine, il existe de plus en plus une situation critique par rapport aux langues des peuples autochtones, des peuples originaux, et quel est le lien avec le rap pour lutter contre leur disparition. Alors, Mathis, si tu peux mettre la vidéo, on va regarder juste une petite partie pour vous renseigner avec quelques chiffres qui sont assez importantes. J'arrive, hein, je vais devoir arrêter de partager l'écran puis le repartager 2 secondes. Tu veux que je montre toute la vidéo, ça? Non, juste aux 43 secondes. Ok, j'arrive. Pakaka mana cipung aku masih pasu cipung ko ya iya kita soan to nakana bo ne wane ko aka cipung si Our language here is dying and we want more people to speak it so our language doesn't die. Tu me dis, hein, parce que c'est... Oui, ça va. Il faut stopper. Ok. D'accord. Tu reviens au PPT, s'il te plaît. Je suis désolé, hein, je suis pas trop doué. Oh là là. D'accord, merci Jules. Alors, ici, on observe deux images.
des groupes mapuche qui font du rap. Dans la première, on observe qui dit en espagnol Salta mi corazón para fortalecerse, que en français ça veut dire saute mon cœur pour devenir plus fort. Et la deuxième, todos decimos no te avergüences, nous disons tous n'ayez pas honte. Alors, ces deux messages vont dans une même direction. La disparition de leur langue, c'est la disparition de leur culture. À travers ces deux images et le vidéo qu'on va le voir après avec Madame Combo, ils transmettent à travers leurs chansons non seulement leur langue, mais aussi leur culture et leur tradition. Ceci, on peut le voir dans les images, avec ses vêtements et ses instruments typiques. Et à travers de cela, ils racontent leur histoire autant que peuple, autant qu'individus, pour valoriser leur langue, en effet, tout ce que c'est ces identités. De même, il existe un procès de décolonisation, que c'est récupérer leur tradition, mais aussi rejeter l'autre culture, rejeter l'autre langue, comme l'espagnol dans ce cas, rejeter la culture occidentale, la religion et les autres traditions culturelles. Tu peux passer. Merci. Alors ici, je voudrais bien vous montrer un rap en quechua, une langue du peuple Quero, des Incas. Et Mathis, tu peux le mettre à partir du minute 1,50. Et ensuite, on va traduire et analyser un peu ces paroles. Minute 50. Une minute 50 ou 1 minute 50? 50. Okay. Ouais. Hazte poco que quiere cobrarte en cámara lenta, colonizarte. Runajero y altamanta, hampis un hincha. Chai huira cocha sin chillana caica. Tucuya guarninchis, crespin haiku. Chai col que manta chilpin kutimuranchu. Sunkukusi paka tukuyatiku pampa chamuni apuya yuya wankichu manachu. Ay mama sara la waro askay manta yuyas paya kikamuni. Hip Corona simi pa mi simil. Este es el misil junto a Arguedas y Mariátegui mi bro. Hip Corona simi pa mi simil. Ey, este es el misil junto a Arguedas y Mariátegui mi bro. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante mi bro. Hip hop, hip hop, hip hop. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente mi bro. C'est ok? Oui, c'est Ça suffit? Pardon. Alors, ce rap, c'est de Pedro Mo, son nom artistique, un Péruvien qui parle du quechua. Alors, on va lire. L'homme du peuple Quero viendra vous guérir de ce propriétaire terrain qui a toujours été méchant. Tous nos sangs ne sont pas encore libres, ils ne nous ont même pas laissé la monnaie. Un cœur joyeux peut tout faire, à genoux je t'implore appuie, m'entends-tu? Oh maman, ma belle maman, cuisine de la soupe, je me souviens toujours de toi et ça me rend triste. Alors, le premier vers, on peut l'analyser du peuple pour le peuple, accompagnés et tous ensemble dans la même lutte en communauté. Ensuite, les trois suivants vers, ils critiquent les colonisateurs. Ensuite, un cœur joyeux peut tout faire, c'est la résistance dans leur lutte.
Et les 3 derniers vers, à genoux, je t'implore, appuie, m'entends-tu, il parle de sa religion, de sa culture, de ses traditions, de même qu'il parle de sa mère et et de les traditions comme que la femme dans la cuisine, sa mère, et qu'il est ici avec elle. Elle veut être avec elle. Mathis, tu vas me mettre. Merci. Ici, je voudrais vous montrer sauver et rétablir notre langue, notre identité, et vous montrer juste la page. Mathis, si tu peux mettre le link, pour vous montrer la diversité du rap amérindien au Mexique. On voit 5 différentes raps des différentes langues autochtones du Mexique. En effet, c'est pour montrer la diversité. Dans un même pays, il existe plusieurs langues. Dans ces cas, il nous en montre 5. Alors, j'y vais sur le lien. C'est pas une vidéo. Non, c'est pas une vidéo. Ok. Si tu descends, Jules, juste c'est pour montrer les différents vidéoclips en leur langue du Mexique. Tu peux descendre plus si tu veux. C'est juste pour montrer la diversité. Ouais, c'est ça. Tu passes l'autre diapo, s'il te plaît. Alors, un autre rap qu'on peut analyser, c'est en Mapudungun, c'est plus proche de nous, un peuple au sud du Chili. C'est une vidéo de Portavoz qui a présenté avant un peu Jules avec ses images, et Luanco, un Mapuche rappeur aussi. Tu peux mettre la vidéo? Ensuite, on a mis les paroles en Mapudungun, on les a traduites en espagnol et ensuite en français. Depuis le début? Oui. C'est juste Jusqu'à la fin? première partie qu'il parle en Mapudungun, okay. Et ensuite par contre. Why don't you follow your dreams? Petu chilka tu kenin che, chilka tu fengen, choyungen. Ya me huele un wen tu trepen, amule beta intrekan, wifi ke mongen, fei mutamule fa obleta in, wifi ke che yamin kake in, ta in ki mun nor mongen, fe maya in, witapa in fil plema pu askin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, we rock in. Inka ke in, ta in ki mun normongen fe maya in, witapa in fil plema pu askin tu in, tamun koila sungu fei mu wei chatua in, we rock in. Incheta Andy Ferrer Millanao, igualito que mi ma. Merci. Alors, on a les paroles. Je continue à apprendre, je suis un apprenant, je suis né en ville, mais je me suis réveillée avec force.
c'est la revendication et la recherche continue et la recherche de leur langue, de leur identité. Continue notre marche et notre ancienne vie. C'est pourquoi nos ancêtres sont ici. Nous défendons notre connaissance et vie correcte. Nous sommes debout sur toutes les terres. Nous observons leurs mensonges. C'est pourquoi nous nous battons, nous crierons toujours. N'est-ce pas? C'est la lutte pour leur langue et toute leur tradition culturelle. Tu peux avancer. Alors, comment le rap est-il au service des langues en voie de disparition? Il y a toujours une... Non, j'arrive, je vais mettre la vidéo. Non, pas encore, mais okay. Tu peux la laisser. Bon. Alors, il y a toujours une partie de peuples autochtones qui sont monolingues, cependant la grande majorité, dans le cas de l'Amérique latine, parle l'espagnol, surtout au sein de la population plus jeune, dû au phénomène et conséquences de la mondialisation, sont bilingues, n'est-ce pas? Ils parlent leur langue et l'espagnol. Ça veut dire qu'ils parlent leur langue maternelle, dans ce cas le mapudungun et l'espagnol. Et ceci, on pense que c'est un avantage, car ils peuvent toucher plus de gens et les sensibiliser par rapport à leur lutte. Alors, je pense que nous sommes une très bonne illustration, car aucun de nous trois, ni Madame Combo, ni moi, font partie de ces peuples autochtones. Cependant, grâce au fait que nous partageons une langue, on prête plus d'attention à ceux qui... plus d'attention, et c'est plus facile, disons, pour comprendre leur message et empathiser avec leur lutte, n'est-ce pas? Je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à cette vidéo qu'on va voir tout de suite, car au commencement de la vidéo, ils disent que le rappeur c'est chilien, pourtant il ne l'est pas, il est mapuche avant tout, et on pense que c'est un très bon exemple, car ce qu'on veut éviter justement ici, plus spécifiquement dans cette présentation, c'est une description dominante de notre part vers leur identité et leur discours. On finit avec cette petite vidéo et on continue avec Madame Combo. Je mets les 3 minutes? Oui. Ou juste une partie? Oui, ok. Mapuche está vivo y no solo en los libros, ni en los pósters, ni en las imágenes antiguas. Estamos vivos como pueblo. La wen nyei kume mongen katru tupe wesa sungu mulei ne woi pelepe kinyeko yamreke kume trekayal kume miyawal la wen nyei kume mongen katru tupe wesa sungu mulei ne woi pelepe kinyeko yamreke kume trekayal kume miyawal boldo natre pai kokulun tiwe pal ke poleo fen foye kuri chilko make la fen kachu jin choroi la wen karumata waka kachuruda janten nyewe la ila wen kinyeke mavumeu amuto ikinyeke anumka lel funmeu fei mutawe nyanklen mulele kutan muleila wen welupichin la wen mulimuten mai kumemongen mulelai kalun pastillas suablai La situación actual del pueblo mapuche es muy crítica, ya que tenemos... Vous avez demandé des places pour aller voir quoi ou pas? En términos de territorio, el Estado nos quitó gran parte de nuestra tierra. Lamentablemente, quien exige la devolución de tierras mapuche hoy día están presos, ¿cierto? Porque el Estado no permite esa reivindicación territorial. Manio guayekoi weluma koyam Kojima mulpitra pewenal kalite peu monate Filke aliwen yankil peta in la wen Kimain hito filmongen. Estas máscaras de madera en nuestro idioma mapuche se le llama collón
Y los collón son los encargados de proteger las ceremonias mapuche, el guillatún, las ceremonias espirituales, donde pedimos, agradecemos a la Madre Tierra, pedimos por trabajo, por salud, por nuestras comunidades, por la cosecha. Toda nuestra espiritualidad está ligada a ser parte de la tierra, a no explotar nuestra Madre Tierra, a cuidarla y agradecer también por su alimento. Ya del momento que hablamos mapudungún, estamos resistiendo, nos estamos sacando el ropaje, la invasión colonial. Yo cuando hace 15 años empecé haciendo música, había rap en francés, rap en inglés, rap en español y no había rap de pueblo originario. Entonces ahí yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, hablar de mi pueblo, de los guerreros mapuche, de nuestra historia mapuche, de nuestra educación y hacerlo en mapudungún, en nuestro idioma, que es un idioma también que hoy en día está envejecido, está en peligro de extinción si no lo hablamos las nuevas generaciones. Y hoy día a través del rap, los nuevos jóvenes están hablando mapudungún, gracias al rap mapuche. Mirando a las estrellas, Mawinyo levante tu mulation, Comptañi Puchel, el full moon no malan. Parfait, merci Sarah. Jules, si tu peux nous lancer les diapos qui suivent. Je vous propose de commencer à conclure avec quelques diapos. On ne va pas présenter d'autres raps, mais vous avez donc dans la cytographie à la fin plusieurs exemples continentaux. Donc moi, ce que je vous propose de développer, c'est un tout petit peu avant, voilà, si tu peux me suivre. Donc l'idée qu'il y a un double destinataire. Je ne sais pas si on était très très clair jusqu'à présent. L'idée que le rap va au-delà des clichés, mais surtout il s'adresse à deux destinataires. Donc vas-y Jules. Le rap donc en langue originaire ou en bilingue, parce qu'on a vu les deux, et celui que j'avais prévu de vous montrer, mais on est un peu tard, est entièrement mapudungun, mais sous-titré en français. Donc je résume ce qui a été dit pour l'instant, peut-être. C'est un phénomène populaire. Populaire, ça veut dire qu'il est écouté. C'est pas marginal. Tout le monde l'écoute, même nous, les Blancs, depuis ici. Parce que les réseaux sociaux et parce que ça fait partie, c'est comme l'a dit Luanco, qui est un prof d'histoire. Le rappeur qu'on vient de voir est un prof d'histoire et surtout rappeur, enfin, ou les deux. Et donc, pour lui, le rap fait partie de la lutte. Et ce que je voulais vous montrer aussi, le collectif de Wechekeche, dit clairement que la musique accompagne la lutte. Mais c'est une autre façon de lutter, et donc un activisme artistique et politique. Populaire donc, parce que très suivi. Urbain, parce que donc là c'était le premier cliché, donc oui, la plupart des peuples autochtones ont grossi les banlieues de toutes les capitales à cause de l'exode rural, à cause justement du manque de politique de développement territorial dans lesquelles ils vivent. Il est très militant, ça je crois qu'on l'a compris, et il est continental. Jules, si tu nous montres la diapo qui suit, il est continental et il représente une fusion musicale. Vous avez pu apprécier peut-être, je ne sais pas si ça a été assez clair, qu'à chaque fois, on avait les instruments musicaux traditionnels. Pour tout le monde quechua aymara, on a la quena. Pour tout le monde mapuche, on a le kultrun et on a des percussions et on a ce phrasé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a ce phrasé très poétique de toutes les langues amérindiennes qui sont extrêmement métaphoriques, extrêmement poétiques, qui rentrent dans le phrasé même du rap. Et c'est ça qui est intéressant. Cette conjugaison absolue et de la revendication du rap et de la colère du rap et en même temps de la forme du rap qui permet pas du tout le rock, pas du tout le pop et d'autres styles, non, et qui permet vraiment de tout dire, de narrer, de raconter. Donc, je vous ai montré simplement quelque chose qui est… non, si tu peux revenir un tout petit peu avant. J'insiste sur le Mexique et l'Amérique centrale, mais le Mexique avec ses plus de 50 langues, évidemment, et puis beaucoup l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili et le Brésil. Dans la cytographie, je vous ai mis aussi un des groupes les plus connus, les MC Bro, ont été par exemple à la cérémonie d'investiture de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff invite des Guaranis brésiliens à faire du rap pour se présenter justement, pour sa présentation politique. Donc voilà, une thématique continentale, Jules, malgré des différences nationales. On passe à la diapo suivante. Alors voilà, j'ai 2 diapos simplement pour laisser poser quelques questions. La première, c'est donc, on a dit double destinataire. Le premier destinataire, c'est les autres, c'est les Blancs, c'est l'hégémonie. C'est donc pour contester la domination. Alors, contester la pigmentocratie sociale, je pense que tout le monde comprend le mot. Plus on est blanc en Amérique latine, plus on a du pouvoir. Et puis la pyramide coloniale, elle est très claire.
les Blancs, les Métis, les Indigènes et les Afro-descendants, les Noirs, bien sûr. Cette pyramide coloniale, allez, on va jeter un pavé dans la mare, a-t-elle changé vraiment? Est-ce qu'au XXIe siècle, on a vraiment beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que l'ascenseur social fonctionne et que cette pyramide est en mouvement? Ce serait le cas, ce serait l'objet d'une autre vraie conférence et très, très intéressante. Bien sûr, il y a des choses qui se font. On n'est pas en train de dire que rien ne se fait, mais le rap montre que justement, comme l'a dit Jules à un moment, ce n'est pas l'avènement des républiques au XIXe siècle et l'avènement des démocraties à partir de 1990 n'ont pas été suffisantes. Elles ont été vues comme des promesses non tenues pour tous les rappeurs. Et c'est là que le rap en langue amérindienne entre vraiment en ligne de compte. Donc, si vous me suivez sur la diapo, on en finit avec la pigmentocratie coloniale. Non, on revient. La discrimination et les stigmates. Si tu reviens en arrière, Jules. La discrimination, et les stigmates, eh bien oui, ils sont là. La stigmatisation, elle est totale. Ce qu'on nous dit, nous, ici, c'est que si tu présentes un curriculum vitae avec un nom mapudungun, un nom mapuche, et vraiment et une adresse dans une banlieue, tu n'as pas beaucoup de chance, en gros, qu'on t'embauche. La ségrégation urbaine, pour ceux qui connaissent l'Amérique latine, ce sont des villes d'apartheid total, des villes ségrégées au possible. Lutter contre une économie néolibérale, Luanco, le rappeur, l'a dit tout à l'heure, défendre la Pachamama ou la terre-mère, qui a plusieurs noms, bien sûr, tout au long du sous-continent, c'est lutter contre cette globalisation néolibérale qui s'apparente à une spoliation des matières premières. Et je vais être très, très brute, encore une fois, parce que je n'ai pas beaucoup le temps de ne pas l'être. Les Indiens sont assis, les indigènes, le monde indien est assis quoi? Il est assis où? Il est assis là où il y a du bois, il est assis là où il y a du pétrole, il est assis là où il y a de l'or et de l'eau. Donc évidemment, à chaque fois, il gêne, il dérange, et ce monde spatial sacré pour eux, c'est bien l'économie néolibérale extractiviste qui va les en déloger. Et donc voilà, la boucle continue. Donc le rap dit tout ça. Hein, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer qu'on a étudié tout ça dans plusieurs classes, bien sûr, et on s'est rendu compte que ce discours anti-hégémonique, c'était une hégémonie acculturante, il était social, il était culturel et il était politique. Donc contre cet État-nation, pour une pluriculturalité. L'État chilien, par exemple, n'est pas pluriculturel. On est en ce moment dans un processus de réflexion constituant. Et oui, on aimerait bien que les choses changent, mais le rap a été, depuis un an aussi, vous le savez certainement, depuis l'estallido social, donc le rap accompagne ce mouvement de demande politique très forte et de création d'une nouvelle constitution qui permette au monde indigène d'être dans un État qui tienne ses promesses et qui soit beaucoup plus pluriculturel que le modèle du 19e siècle. Si on passe à la dernière diapo, Jules, et bien, ce qui est intéressant donc aussi, c'est que le destinataire, c'est eux-mêmes. C'est pour ça qu'on parle en mapudungun, c'est pour ça qu'on parle en mixtec, en zapotèque, en guarani, parce qu'on veut en finir avec la honte. Et ce verbe qu'on a en espagnol, empoderar, et que je trouvais assez mal traduit en français jusqu'à présent, hein, empoderamiento, on avait autonomisation, comme ça. Bon, j'ai enfin compris qu'on avait depuis quelque temps en sociologie le verbe empouvoirer. Alors, c'est peut-être pas très beau, mais ça dit tout. Ça dit que, en fait, c'est performatif. En disant je veux être ceci, je me donne le pouvoir de changer. C'est une sorte de réalisation, d'auto-réalisation. Je chante et j'auto-réalise que j'ai plus honte. Et je montre aux autres que c'est performatif, qu'on n'a plus honte. Dans le collectif Mapuche, le mot honte, le champ lexical de la honte, revient à chaque fois. Donc, fierté identitaire retrouvée, ça qui est très important, revaloriser la langue, on l'a compris. Dans le monde, tous les 15 jours, une langue disparaît. Et 96% des langues qui disparaissent sont autochtones. Donc en Amérique, c'est l'hécatombe. Le 21e siècle risque d'être le siècle de la... C'est l'UNESCO qui le dit, hein, c'est le siècle de la disparition de pratiquement toutes les langues. Évidemment aussi en Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. C'est la même chose en Afrique. Et pour un discours contre le patriarcat, oui, dans le collectif, si tu nous montres un tout petit peu, Jules, juste après, on a beaucoup de femmes qui profitent. Alors là, je vous ai mis pas mal de choses sur ce collectif que j'aurais voulu vous montrer, mais peut-être le regarder après. Des chiffres qui insistent sur le fait que la situation pour le monde indigène est loin d'être rose. Et puis une citation de ce rappeur du collectif qui intègre donc beaucoup des jeunes, des femmes. Et la photo qui vient après, Mathis,
Cette photo m'a paru intéressante. On peut WhatsApper en Mapudungun. Oui, on prend le métro, on WhatsApp, on fait tout ce qui est réseaux sociaux en langue autochtone. Voilà. Je pense qu'avec ça, Jules, on a fini notre présentation et on peut cesser de partager l'écran avec tous les sites et donc tous les types de rap que vous pouvez voir. Maintenant, on peut essayer de répondre à quelques questions s'il y en a. Elisa. Alors, on a Luna qui nous demande si le rap engagé amérindien permet vraiment de faire bouger les choses politiquement. Qu'est-ce que tu en penses, Luna? Je pense que, comme le dit justement un des chanteurs de la dernière diapo, oui, ça accompagne, ça va avec, ça popularise, ça conscientise. D'ailleurs, depuis un an, donc depuis le 18 octobre 2019, le Chili est donc dans un processus de nouvelle constitution, enfin de réclamation constitutionnelle, et dans toutes les manifestations, il y a eu plusieurs manifestations extrêmement nombreuses, plus d'1 million de personnes, le drapeau mapuche était là. Et le drapeau mapuche est porté par des gens qui ne sont pas d'origine mapuche. Alors évidemment, le premier destinataire, c'est toute la population des banlieues, la population qui a vécu depuis les grands-parents, les parents, la discrimination. Elle est consciente et elle se déclare, d'ailleurs au dernier recensement 2017, la population à s'auto-déclarer d'origine indigène a été supérieure à tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et le rap est depuis, on peut le considérer très fort, depuis 2010, 12, 14, tu vois, ça n'arrête pas. Il y a des festivals de rap mapuche, par exemple, au Chili. Donc ça ne cesse, ouais. Et aux États-Unis aussi, il y a des festivals de rap en langue indigène aux États-Unis. Donc en fait, ça ne cesse, c'est une sorte d'âge d'or, d'apogée, de vague de déferlante. Il y a une déferlante sur tout le continent. Et grâce aux réseaux sociaux, cette déferlante, elle arrive à nous, elle arrive à eux, et donc culturellement et politiquement parlant, oui, ça marque. Parce qu'en fait, ils sont en train de dire, on est capable de faire comme vous. On est capable de faire un art. On est capable de dire et de le dire bien. Bon, avec très peu de moyens. Tu as pu voir que tout ce qui était production, ce n'était pas encore extraordinaire, justement. Mais ça montre cette vitalité. Et c'est ce que je te disais en introduction, tous ces clichés de l'Indien pleurnichard qui peut revendiquer des choses d'il y a 500 ans, c'est fini. On revendique des choses de maintenant, qui sont des promesses qui ont été faites par les démocraties et qui n'ont pas été tenues. Donc, je pense que oui, politiquement parlant, ça fonctionne. Ça convainc, et ça convainc tout le monde. J'espère avoir répondu. On a une autre question aussi. Quel est le rôle de l'école dans la mesure où elle enseigne une culture occidentale et participe par ce biais à une acculturation? Oui, alors dans ce que Sarah a montré, on avait un petit garçon mapuche qui recevait pour colorier l'image d'un héros de l'indépendance. Mais évidemment, État-nation, une école qui transmet que tous les héros étaient tous blancs, tous des hommes, et que les Mapuches, par exemple, on va parler surtout du Chili, étaient tous paresseux, alcooliques, etc. Mais non, l'école, elle a un rôle essentiel dans cette transmission de l'État-nation. C'est ce qu'elle veut montrer. Après, pour être honnête, depuis 1993, il y a une loi indigène ici et qui donne des subsides, des bourses. Ça ne fait pas vraiment avancer. Il y a pas ce qui manque dans tous ces pays, c'est un regard global, à part celui qui a eu lieu en Bolivie, qui a été déclaré État pluriculturel et plurinational, sous Evo Morales, bien sûr, et Correa en Équateur. Mais si je parle du Chili, l'école, elle véhicule absolument qu'on est chilien, point barre. Et avec des toutes petites différences, mais très, très localisées. Donc, on aura toujours une prédominance de l'économique sur le culturel. Et puis, on n'a que des écoles bilingues. Il y a beaucoup d'initiatives. On est allé à Chiloé, il y a beaucoup d'initiatives dans le nord aussi. N'oublions pas qu'il y a tout le monde Aymara au Chili et Rapa Nui à l'île de Pâques. Mais ça reste pour l'école primaire. Et en fait, difficilement, ça passe au collège. Et alors après, n'en parlons pas, le secondaire, l'universitaire sont absolument sont des lieux sacralisés où le monde indigène n'entre que très, très peu, finalement. Donc oui, l'école véhicule l'image que veut se donner la République d'elle-même. Pour rebondir sur ce sujet-là, on a aussi une question qui nous demande dans quelle mesure ça ne permet pas de finalement briser
les stéréotypes, puisqu'on ne parle quasiment jamais des peuples indigènes à l'école. Et quand on en parle, on donne des figures finalement très archaïques, un peu sauvages, comme des héros de guerre, des choses comme ça. Alors que comme on a vu dans la présentation, finalement, aujourd'hui, et puis de toute façon depuis toujours, ils vivent à la même époque que nous. Et on peut aussi voilà, voir des personnes indigènes qui prennent le métro, utilisent WhatsApp et tout ça. Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de ta question, mais en tout cas, sur la dernière diapo, on n'a pas eu le temps de le voir bien. Et je crois que ce qui revendique beaucoup, c'est le droit d'être dans la globalisation aussi, de plus être en marge, de plus être dans la périphérie de la globalisation et d'être moderne. Enfin, c'est ça, ce gros stéréotype, c'est ça, c'est l'indigène en pagne au fin fond de sa forêt. Or rien de plus faux, de plus archaïque et de plus dominant. Ce que je trouve intéressant, c'est que, Luanco est un prof d'histoire, tous ces jeunes-là font du rap dans le désert, dans la montagne, dans la forêt. Mais évidemment, ils sont toujours, si vous avez pu voir, peut-être, c'est toujours sur 2 scénarios. Ils sont binationaux et biculturels. Ils sont et dans la ville, et dès qu'ils peuvent, ils reviennent vers leur habitat ancestral pour s'y nourrir, parce qu'il y a beaucoup de religiosité là-dessus. Et ce que je trouve super intéressant, c'est ça, c'est cette réappropriation de l'outil de l'oppresseur. Parce que l'acculturation, elle est faite par les États-Unis, par les Espagnols et puis par les États-Unis, si on va dans l'ordre chronologique. Et là, c'est le monde indigène qui a compris comment il pouvait prendre la force de l'oppresseur, les réseaux sociaux, et il l'a retourné, comme on retourne quelque chose comme un bonnet, il l'a retourné contre l'oppresseur et pour lui. Donc, c'est des stratégies absolument modernes qui revendiquent qu'on laisse tomber tous les stéréotypes. Et très souvent en Amérique latine, les revendications écologiques sont portées par le monde indigène et par les femmes indigènes. Je vais vous rappeler qu'en 2014, Berta Cáceres a été assassinée au Honduras. C'était une dirigeante lenca, indigène, et elle a été assassinée parce qu'elle défendait son territoire contre un énorme barrage, etc. Elle a été assassinée. Donc très souvent, cet activisme artistique et politique est politique et aussi contre le patriarcat de l'ethnie et le double patriarcat, le patriarcat du monde dominant, blanc, occidental, et le patriarcat, évidemment, à l'intérieur aussi de la propre ethnie. Donc, je pense qu'on a affaire, oui, à une sorte de raz-de-marée de ce qu'on appelait des minorités, qui ne le sont pas, finalement, un raz-de-marée de discours qui étaient marginaux, qui étaient minoritaires, et qui rentrent dans le canal, dans le flux, dans le flow même, dans le flow global, pour dire, attendez, nous oubliez pas, parce que nous c'est bon, on a compris comment vous fonctionnez, donc on a compris qu'on a une force. Et on va faire aussi bien que vous. Et on va y arriver. Je pense que c'est ça leur pari. Voilà. Peut-être une dernière question avant de vous libérer. Il y avait une question sur les risques de perversion, en fait, aussi, que ce soit à travers la commercialisation ou les risques d'appropriation culturelle par, du coup, des non concernés. Voilà. Mais c'est sûr. Si on cesse de faire du homemade, comme nous a dit Jules, si on met de l'argent là-dessus, on récupère, on instrumentalise. Donc le danger, c'est toujours l'astuce du capitalisme lui-même, si vous voulez, de voir naître un contre-pouvoir, de l'englober, de le phagocyter, de le laisser sur un piédestal en disant « Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est intéressant. » Et puis on le laisse là, surtout. Et après, on n'y touche plus. Donc, qui perd toute sa vitalité, toute sa force, évidemment, c'est le danger. Mais depuis 2010, on est quand même en 2020, c'est pas ce qui s'est produit. Parce que justement, ça s'accouple ça s'adosse à une vraie revendication juridique, légale, culturelle, économique, etc. Donc, ils ne sont pas seuls. Il y a aussi la culture hip-hop. Vous avez vu derrière, il y a des graffitis. Il y a des choses qui se font en termes de gastronomie aussi. C'est une culture qui tente vraiment par tous les moyens qu'elle peut avoir de résister et de rentrer dans la course et d'y rester. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde occidental qui lui a fourni les outils pour pouvoir le faire. Donc, moi, j'y crois. Je crois que oui, des nations plus plurinationales, pluriculturelles peuvent naître de tous ces mouvements. Enfin bon, le XXIe siècle nous le dira, et cette année au Chili nous aidera à y voir un peu plus clair en tout cas.
J'espère qu'on a été clair, qu'on a pu transmettre notre enthousiasme et certaines connaissances. Et je vous invite vraiment à continuer avec tous les sites qu'on a pu vous montrer, à continuer à regarder, à chercher, parce que c'est en mouvement permanent tout ça. Oui. Juste ajouter quelque chose par rapport à la dernière question. À propos de la commercialisation, en fait, lorsque ça se produit, dans le domaine du rap, ça se produit lorsque des grandes multinationales vont vouloir signer avec des grands rappeurs. Et en ce qui concerne le rap, par essence, c'est quelque chose qui dénonce la société de consommation, donc les multinationales. Et les rappeurs, surtout les rappeurs politiques, engagés, militants, sont très cohérents avec ce qu'ils proclament, et surtout lorsqu'il s'agit de rappeurs indigènes. Donc, moi, en tant que consommateur de cette musique, je ne pense pas qu'il y ait des risques de perversion dans ce sens-là. Parce que les rappeurs sont loin d'accepter de signer avec de grandes boîtes, parce que ça serait une grande contradiction. Super. Bon, bah, peut-être qu'on s'arrête là alors. Merci beaucoup en tout cas d'être venu pour cette conférence. Est-ce que peut-être c'est possible d'avoir les liens ou par exemple, des vidéos que vous avez passées, est-ce que c'est possible de retrouver comme ça plus facilement les noms des rappeurs, etc., que vous avez passés? Si jamais ça C'est ce m'intéresse. que j'ai mis sur les 2 dernières diapos, donc je ne sais pas si on peut… Je peux vous fournir le PowerPoint et puis vous aurez tout là-dessus. Super, bien sûr. Bien sûr, je le fais tout de suite, je le partage avec Elisa. Parfait. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée à tous et à toutes. Et voilà, et n'hésitez pas à venir d'ailleurs aux autres événements du festival. Il continue jusqu'à samedi. Donc voilà, on vous attend nombreux et nombreuses pour le reste à venir. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous et bravo pour cette initiative.